Pour son premier Vendée Globe, Kevin Escoffier réalise un début de course très convaincant, en 3e position après 3 semaines en mer. Mais tout s'arrête net le lundi 30 novembre 2020, en début d'après-midi, quand son bateau PRB plante dans une vague et se casse en deux. L'étrave, l'avant du bateau, se replie alors à angle droit, une avarie que personne n'avait jusque-là imaginée. Avant l'action, l'instinct de survie, l'état d'alerte, c'est d'abord la stupeur. Par ordre d'apparition, voici les personnages que vous entendrez dans ce 2e épisode, toujours autour de Kevin Escoffier. Ça fait monter le cœur un petit peu quand même. Alors on me demande souvent si j'ai eu peur, etc. J'ai sans doute eu peur, c'est sans doute de la peur. Après, c'était tellement dans l'action que t'as même pas le temps d'analyser ça. Fabienne Morin, responsable de la communication du projet PRB, est chargée d'informer les proches de Kevin. C'est vrai que c'est difficile émotionnellement, mais il faut surtout pas se laisser emporter par ses émotions. Donc de toute façon, il y a une espèce de carapace qui se forme au moment où ça arrive. Jacques Carraès, directeur de course du Vendée Globe, au centre de la cellule de crise. C'est très rare d'avoir un cas aussi rapide. Souvent, un cas de crise, on le voit venir ou il monte en pression. Jean-Jacques Laurent, président de PRB, qui fait évidemment partie des tout premiers informés. Moi, aussitôt, je me suis dit, voilà, le bateau est perdu, mais ça, c'est pas grave. Lui, il a déclenché sa balise, il a envoyé un texto, c'est qu'il est conscient de ce qui lui arrive. Enfin, Sabrina Millien, la femme de Kevin, qui reçoit elle aussi un coup de téléphone qui va la faire basculer. Fabienne Morin qui m'appelle à 15h, je vois pas trop de... Ouais, salut Fabi, comment tu vas ? Sab, tu es où ? Et est-ce que t'es toute seule ? Là, on se dit ok. Ce 2e épisode raconte les minutes qui suivent l'accident et les 2 premières heures passées par Kevin dans son radeau de survie, alors que Jean Le Cam est dérouté pour lui porter secours. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces bateaux-là, normalement, ce sont des bateaux qui ne doivent pas couler. Parce que c'est des bateaux qu'on appelle insubmersibles. C'est-à-dire que même entièrement remplis d'eau, ils restent entre 2 eaux. Donc c'est des bateaux qui sont normalement très safe. Mais à partir du moment où le bateau est replié en 2, il n'existe plus. Donc cette flottabilité, cette insubmersibilité n'existe plus. Surtout que moi, j'étais sur le morceau du bateau qui avait toutes les parties lourdes du bateau. Tout mon matériel embarqué, la quille, besoin de 5-3 tonnes de plomb, plus la voile de quille qui fait 1 tonne, plus les foils, etc. Donc toute la masse du bateau était concentrée là où j'étais. Mais il lui manquait tout le volume de l'étrave, qui est une pièce légère mais avec beaucoup de volume. Et il lui manquait ce volume-là pour pouvoir rester à flot. Déjà, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir l'étrave à 90 degrés. C'est-à-dire que vraiment le bateau entre l'étrave, quand je dis l'étrave, c'est pas 3 mètres, ça s'est cassé en avant des foils. Donc il y a 7 mètres du bateau, on va dire, qui sont pliés à 90 degrés par rapport à l'arrière. Ça, c'est juste surréaliste. Et ça fait monter le cœur un petit peu quand même. Alors on me demande souvent si j'ai eu peur, etc. J'ai sans doute eu peur, c'est sans doute de la peur. Après, c'était tellement dans l'action que t'as même pas le temps d'analyser ça. Je suis dans de l'eau qui est pas froide, à peu près comme la Bretagne l'hiver, donc il y a 10-12 degrés, on va dire. Mais donc je vais quand même chercher une combinaison parce que si vous voulez vous baigner en Bretagne pendant quelques heures l'hiver, il faut quand même si vous êtes courageux, vous pouvez y aller en maillot pour quelques minutes. Sinon, il vaut mieux mettre une combinaison. Donc j'ai été chercher ce qu'on appelle une combinaison de survie, une TPS. J'ai été la chercher pour m'isoler du froid. Je prends la TPS, je la jette dans le cockpit, parce que l'eau monte à l'intérieur. Ensuite, j'envoie un texto sur Telegram à mon équipe technique à terre, à 14h46. C'est je coule, je ne déconne pas, m'aidait, je crois. Dès que j'avais fini un mot, j'ai envoyé en me disant, parce que je voyais l'eau monter, je savais, comme l'eau montait très vite et que ça allait pas s'arrêter, je savais que j'allais perdre mes moyens de communication parce que toute l'énergie du bord allait être coupée. On n'est jamais léger en fait dans un Vendée Globe parce que l'expérience m'a prouvé qu'on pouvait passer d'un coup de fil joyeux, euphorique où tout va bien à quelques secondes plus tard un coup de fil où tout s'arrête. Donc finalement j'ai l'impression on n'a jamais une approche légère à partir du moment où la ligne de départ est coupée. J'ai l'impression de vivre en petit souffle en fait pendant tout le Vendée Globe. Ce message-là qui est lancé comme ça, le fait qu'on essaye tout de suite derrière, dans la minute qui suit, de le contacter, qu'il ne réponde plus, etc., c'est assez difficile à gérer.
évidemment, nous, sur le plan de la communication, c'est sûr, mais au-delà de ça, c'est que ça laisse place à la spéculation, à l'imaginaire. Voilà, on a un peu tout qui passe par la tête, quoi. Donc, ce silence-là, il est très dur à gérer, ouais. Ouais, ils avaient été très réactifs pour me répondre en plus, dans la minute qui suit, et le message n'avait jamais été reçu. Je me rappelle très bien que juste après avoir envoyé le texto, j'entends le moteur qui fait glou 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 glou, en gros qui est étouffé, c'est-à-dire la prise d'air moteur devait être pleine d'eau, et donc généralement c'est le signe que tout le reste doit se couper également. Mon équipe technique, dès qu'ils ont reçu les textos, ont appelé l'organisation en disant on vient de recevoir un texto, je coule, m'aide, etc. Et ensuite l'organisation a reçu ma balise de détresse. « 14h53, l'appel du Cross Greenet qui me signale donc la présence d'un appel de détresse. C'est très rare d'avoir un cas aussi rapide. Souvent, un cas de crise, on le voit, il monte, on le voit venir, ou il monte en pression. Ça peut être un dématage, un trou dans la coque, une perte de quille. Là, c'était encore plus brutal. C'est trois lignes, 3 mots, et puis rien. Donc le choc mental sur cette avarie est tellement fort qu'il faut pas stresser, justement. Il faut agir vite, faut être cohérent, faut avoir les bons réflexes. C'est vrai que c'est difficile émotionnellement, mais il faut surtout pas se laisser emporter par ses émotions. Donc de toute façon, il y a une espèce de carapace qui se forme au moment où ça arrive. C'est vrai que sur une course comme le Vendée Globe, on anticipe beaucoup les situations de crise, parce qu'on sait que c'est une épreuve assez extrême où il est rare qu'il n'y ait pas quelque chose qui se passe pour le skipper pendant la course. On fait une réunion avec chaque équipe avant départ, et où on marque tout, on marque qui appelle qui est le référent, et ils nous donnent leur protocole de crise à eux, donc ils nous écrivent tous les contacts, la façon de communiquer. Il était 15h, j'étais en réunion au 4e étage chez nous, en réunion de budget. Et puis le téléphone sonne, c'est Fabienne qui m'appelle, il me dit voilà, Kevin a déclenché sa balise. Nous, c'est vrai que dans le cas de PRB, le rôle il est assez central parce que on est en lien direct avec le sponsor évidemment, mais c'était nous aussi, moi en l'occurrence, qui était en lien avec Sabrina, l'épouse de Kevin. Quand on vous appelle à 15h, parfois ça peut être pour prendre des nouvelles, parce que voilà, l'équipe PRB, ils ont été vraiment géniaux, ils m'ont toujours appelé pour prendre des nouvelles, savoir si on avait besoin de quelque chose, si ça allait. C'est pas la même chose que quand on voit le numéro du team manager qui vous appelle à 4h du matin. Là, on sait qu'il y a un problème. Mais là, Fabienne Morin qui m'appelle à 15h, je vois pas trop de... Ouais, salut Fabi, comment tu vas ? Sab, tu es où ? Et est-ce que tu es toute seule ? Là, on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là, du coup, où elle me dit, Sab, Kevin a déclenché sa balise de détresse, on n'a pas plus d'infos, je te rappelle. Comment ça, il a déclenché sa balise de détresse, mais déjà la balise du bateau, sa balise perso, et là en fait commence plein de questions, la tête s'enclenche dans plein de questions. Je me souviens très bien, j'étais pas du tout évidemment à l'aise de l'appeler, et surtout parce que j'avais peu de choses à lui dire, hormis que voilà, il y avait un gros problème à bord, qu'il avait déclenché sa balise, envoyé ce message. Ils m'ont pas dit la teneur du message. Ils m'ont dit que Kevin avait déclenché sa balise de détresse et leur a envoyé un message pour dire qu'il y avait de l'eau dans le bateau. Et ils m'ont pas dit qu'il coule. Et en fait, dans ma tête, je disais, de l'eau dans le bateau ? Non mais attendez, de l'eau dans le bateau, MacGyver il va s'en sortir. De l'eau dans le bateau, la balise de détresse, c'est pas un peu d'eau en fait, c'est genre un trou béant avec le bateau, il coule. Enfin, un peu d'eau dans le bateau, mais non. Et puis les connaissant, je me dis voilà, ils ont juste voulu pas me faire passer tout de suite en zone rouge pour me préserver. Et donc là, je m'accroche à des faits. Et dans ma tête, je me dis, il a déclenché sa balise. Donc ça veut dire que déjà, il n'est pas tombé inanimé. Donc ça veut dire qu'il est conscient. Il a peut-être plus de jambes, il a peut-être plus de bras, il a peut-être le ventre ouvert, mais en tout cas, il est conscient. Il a activé une balise. Moi, aussitôt, je me suis dit voilà, le bateau est perdu, mais ça, c'est pas grave. Lui, il a déclenché sa balise, il a envoyé un texto, c'est qu'il est conscient de ce qui lui arrive.
Puis on est impuissant, on est en réunion, on est dans un bureau, dans ce bâtiment, et il se passe rien, on attend. On attend. Je savais que j'avais du monde autour de moi, je savais qu'il y avait des coureurs pas loin, etc. La seule chose qui fait que je sois bon, en fait, de savoir est-ce que je reste sur le bateau, de pas se faire prendre par une vague, de pas tomber en hypothermie. Franchement, à aucun moment je n'ai douté qu'on me retrouve. Alors douter si, j'y ai peut-être pensé, mais je me suis jamais dit c'est bon, c'est fini, on va jamais me retrouver. Comme j'ai plus d'énergie à bord, comme il y a de l'eau partout, l'électronique il est mort. Donc du coup tu as un sac étanche dans lequel tu as un iridium, dans lequel tu as une VHF, dans lequel tu as un petit GPS, etc. Et ce sac-là, il était amarré au fond de coque du bateau, et il était ce qu'on appelle nous plombé. Une fois sous l'eau, avec les mains, le couteau, etc. Et à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je mets la tête sous l'eau pour aller le chercher, etc. Et comme l'eau continue à monter, je me suis dit, la priorité, c'est peut-être le canot de survie, quoi. S'il y avait peut-être quelque chose de différent à faire, c'est peut-être là. Peut-être que là, j'aurais dû insister 30 secondes, 1 minute de plus sur ce grab bag, plutôt que d'aller vers mon radeau de survie. Mais tu vois, l'histoire on peut pas la refaire, c'est comme ça, ça aurait facilité la vie des gens à terre, mais est-ce que ça aurait facilité mon sauvetage ? Je sais pas, et dans ces moments-là, je pense qu'il faut être un minimum égoïste, c'est d'abord tu penses à ton sauvetage. Je savais que c'était inéluctable que le bateau allait... Alors peut-être qu'on va retrouver un jour le morceau de l'arrière du bateau sur une plage et qu'en fin de compte il aura réussi à rester entre deux eaux, etc. Peut-être, c'est peut-être parce qu'un ballast a réussi à ne pas se remplir d'eau, peut-être le bateau est resté sur le côté, mais dans tous les cas, le bateau allait s'enfoncer et avec les vagues qui déferlaient sur le pont, ça allait devenir très compliqué. Et donc en me disant ça, je me suis dit, quel est le plus... Pour moi, dans ma tête, du coup, je me dis, ça va forcément passer par aller dans le radeau. Et quand tu vas dans le radeau, il faut bien le faire, quoi. C'est-à-dire que déjà, il faut pas percer ton radeau. Il faut faire très attention parce qu'on a plein d'éléments coupants autour de nos bateaux. On a des morceaux de carbone, là, faut imaginer, là, il y a tout qui est dans l'eau, hein. Il y a une baume, il y a un mât, il y a des voiles, il y a des câbles. Il y a tout ce qui sort du bateau. Je me rappelle voir la bouilloire sortir du bateau. Je me rappelle voir un gilet gonflé, un gilet qui s'est gonflé sous la pression de l'eau à l'intérieur du bateau, donc qui flotte, qui sort. C'est quand même... Ouais, c'est très chaotique et tu te retrouves avec de l'eau dans ton cockpit. Le cockpit, qui est la zone du bateau qui devrait être sèche, t'as de l'eau pratiquement jusqu'à la taille, quoi. Il y a 2 radeaux de survie sur le bateau. Il y en a un qui est à l'intérieur, forcément inaccessible, puisque l'eau monte tellement brutalement, et puis l'autre qui est à l'extérieur. Le radeau, je me souviens, je le sors parce qu'il est en fond de cockpit, et donc sous l'eau. Donc je coupe les sangles au couteau, pareil, je le sors, je le prends, je le mets sur le pont. Et là, il y a une vague, je tombe un peu, je pars avec le radeau, moi je tombe pas à l'eau, le radeau passe sous les filières et se retrouve à l'eau, mais toujours amarré au bateau. Et je me dis, qu'est-ce que je fais, quoi. Et là, je me dis, avec les vagues qui passent sur le pont et tout, l'eau dans le cockpit, je me dis... Voilà, et du coup, j'ai choisi le moment et je suis monté dans le radeau. Ça se gonfle et il faut se hisser dedans, se monter dedans. C'est pas un bateau très confortable, c'est l'avantage de se mettre à l'abri puisqu'il est bâché. Il faut imaginer une piscine qu'on a l'été dans les maisons pour les enfants, là, qu'on gonfle sur la pelouse. Et j'arrivais à m'allonger, moi, donc ça fait, on va dire, 1m75 la diagonale, quoi. Avec par-dessus poser une tente, donc les radeaux peuvent se fermer. C'est-à-dire qu'on est à l'abri et on est coupé quand même du vent et des embruns. C'était un radeau noir, les boudins étaient noirs et le dessus était orange. Ma maman travaille dans le milieu de la course au large et le nautisme pour des équipements de sécurité. Donc tout ce qui est balises, radeau de survie, gilet de survie, tout ça, c'est pour la fin. Pour l'ironie du sort, c'est que c'est des choses que je connais depuis que je suis née. Je suis née dans cet environnement-là. Quand je faisais des exposés à l'école primaire, je faisais des exposés sur les radeaux de survie, sur le travail de ma maman, et je faisais goûter des rations de survie à mes copains, quoi. Donc oui, le radeau de survie, je vois bien ce que c'est. Quand le fond est souple comme ça, il faut savoir que là, quand tu mets le genou, c'est un fond où tu t'enfonces dans l'eau, quoi. Donc tu sens les mouvements de vagues, tu sens les toiles, comme une tente où tu mets 30 nœuds, les toiles, il y a le bruit, ça siffle, t'as les flashlights à l'intérieur, donc c'est lumière intermittente, c'est une ambiance où c'est sûr que c'est pas une ambiance géniale, hein. C'est très rudimentaire, et c'est forcément pas très protégé du froid. Donc
on est dans la survie. Tous les coureurs font des stages de survie, et dont ce stage de monter dans un bib de survie, de nager avec une combinaison TPS. Il y a une façon de le faire, il y a une façon de se protéger du froid en se repliant. Il y a beaucoup de bons gestes de survie qu'ils ont tous. Je pars à bord avec une balise Hyperb que j'avais récupérée dans le bateau et qui sont des balises normalement avec une position GPS dedans et une position Doppler. Dans ma poche de ciré, j'avais, ça je ne l'avais pas récupéré, je la portais toujours dans ma poche de ciré. J'ai une petite balise qu'on appelle une balise AIS qui me permet d'envoyer une position AIS. L'AIS, ça passe par la VHF. C'est des moyens de communication qui sont entre bateaux en fin de compte. Il faut être à moins de 10 km de la personne qui a cette balise pour pouvoir la voir, la balise AIS, alors que la balise Hyperb permet de prévenir la Terre. Pour moi, c'était surtout dérouter le premier bateau qui était le plus près, et c'était Jean Le Cam. Donc j'ai appelé Jean par Skype. Avec Jean, on communique beaucoup par Skype, ce qui est un moyen assez efficace aussi, puisque en même temps j'ai l'avantage de partager sa caméra du bord. Jean tout de suite a forcément acquiescé ce déroutage, puisqu'il est allé tout de suite sur le point que l'on avait à l'époque, ne sachant pas si c'était encore sur un bateau, sur l'IMOCA éventuellement, ne sachant pas si c'était dans l'eau tout seul, si c'était dans un radeau de survie. Donc l'urgence était quand même très très forte. Et le hasard fait que ça tombe sur Jean. C'est vrai que dans cet épisode un peu difficile, les deux acteurs des deux côtés sont plutôt des phénomènes. Jean Le Cam avec une très forte expérience de la mer, et puis Kevin Escoffier aussi qui sait très bien réagir. Et forcément ces deux personnes-là, déjà quelque part me laissaient entendre que l'histoire pouvait très vite se régler. J'avais fermé la tente parce qu'il y a de l'eau, comme la mer commençait à monter assez fort, les vagues commençaient à pouvoir rentrer un petit peu dans le radeau. Il y avait des petits sacs pour la nourriture, etc. dans le radeau. Je me souviens d'avoir mis l'Hyperb dans un sac et amarré le sac autour de l'arceau pour être sûr que mes balises soient les plus hautes possibles. Et donc voilà, je m'installe quoi. Je fais mon petit chez moi. Je m'installe. Je mange une tablette parce que c'est des tablettes de nourriture de survie, mais je me dis voilà, là t'as pris un coup, on prend un coup d'adrénaline, etc. Donc je me rappelle, je bois un coup, je mange un peu. Je me rappelle également en formation sécurité à chaque fois. Alors moi je suis pas du tout sujet au mal de mer, mais on nous avait dit que tout le monde avait le mal de mer en radeau, ce qui peut se comprendre, hein, surtout dans les conditions comme ça où t'as pas de vue sur l'extérieur, comme t'as fermé le zip de la tente. Donc je me rappelle prendre 2 comprimés anti-mal de mer, dont je n'ai pas du tout souffert. Alors est-ce que c'est grâce aux comprimés ou est-ce que c'est parce que je n'y suis pas trop sujet, je sais pas, mais bon, dans le doute je me suis dit on est déjà pas bien, on va essayer de pas en plus avoir le mal de mer. Ah oui, j'ai bricolé aussi mon angle flottante, parce que l'angle flottante sur ce radeau-là n'était pas à poste, donc je l'ai sorti du bateau, j'ai mis une angle flottante. Alors il y a 2 raisons. L'angle flottante elle sert à ne pas dériver trop vite, donc ça permet qu'on nous retrouve plus facilement. Et la deuxième raison, c'est que l'angle flottante permet au radeau de ne pas se retourner. C'est-à-dire que quand le radeau est sur une grosse houle, on va dire que tout se passe bien. Par contre, s'il y a une déferlante, c'est-à-dire si le haut de la vague déroule, comme une vague à la plage, hein, ça peut vous entraîner et vous faire se retourner. Et donc l'angle flottante permet d'arrêter ça. C'est-à-dire que le bateau il va commencer à se lever, le radeau pardon, et l'angle flottante va l'arrêter. Donc ça j'avais mis ça à l'eau. Donc voilà les 2 heures à quoi je les ai occupées. Et je regardais de temps en temps, j'essayais de sortir la tête de temps en temps. Du coup j'épongeais pas mal le radeau parce que je voulais être trop sec aussi. Voilà, essayer de vivre Et dans ma tête, franchement, je me suis dit, fin de journée, le temps là, les conditions n'ont pas été terribles pendant quelques temps. Je me suis dit par contre, j'avais la météo en tête, donc j'essaie de me rappeler un peu du fichier météo. Je me suis dit là forcément la dépression là elle s'évacue par l'est, donc forcément ça, les conditions, si franchement le radeau il tient là les 2-3 heures. Et dans ma tête, je me disais bon alors combien de temps maximum je peux passer là en gros quoi, essayer de se me faire un petit film. Et je préfère imaginer le maximum et que ce soit moins plutôt que de se dire je vais y passer 2 heures et après c'est réglé. Je me disais je peux y passer la nuit parce que la nuit va tomber très vite. Et je me disais manœuvre de nuit, etc. En plus la mer elle va encore être mauvaise, le vent aussi, ça va être très risqué. Mais par contre le lendemain matin, au maximum, les mecs ce sera réglé fin de la journée d'après. Donc je m'étais dit en gros 24 heures.
Et quand je vois Jean Le Cam qui vient me voir, en fait, il me voit, Jean Le Cam, grâce à ma balise AIS, ma petite balise. Et lui, il me trouve, mais direct, tu vois, au milieu de l'océan, faut imaginer. C'est ah ouais, c'est précis à quelques mètres près. Quand Jean a vu Kevin, on s'est dit c'est bon. Énorme soulagement de se dire, il est vivant, il est dans son radeau. Et donc là, dans ma tête, je me dis, il lui a parlé, donc ça veut dire qu'il est conscient. Même s'il lui manque les jambes, il est conscient. Et surtout, ce que je me dis, s'il lui a parlé, ça veut dire que Kevin sait que les gars sont sur place. Je me suis dit, c'est bon, il m'a retrouvé. Dans le 3e épisode, vous entendrez comment les heures qui suivent ont été vécues à terre, le contraste entre l'angoisse évidente des proches de Kevin et le calme impératif de ceux qui organisent le sauvetage, à partir de 17h, le moment où Jean Le Cam arrive sur place. Onde de choc est produit par Podio et par Qud. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain épisode. Et n'hésitez pas à noter, commenter et surtout partager ce podcast autour de vous et sur vos réseaux sociaux. Onde de choc est soutenu par PRB. PRB, c'est le spécialiste des produits de revêtement du bâtiment, et c'est aussi un sponsor historique de la voile et du Vendée Globe. Simon Pateau, je travaille à la Sablière de la Lande et je suis pilote d'installation. Kevin, je l'ai vu une fois, il est venu à la Sablière se présenter et je trouvais qu'il avait un charisme quand même assez puissant. Il était sûr de lui, serein et vraiment, enfin, on voyait en lui qu'il y avait possibilité de faire quelque chose à ce Vendée Globe, quoi. C'était un gagnant, ça se voit tout de suite, quoi. Et il donne envie, sa passion, elle passe, quoi. Donc ça donne vraiment envie de le suivre, quoi.